Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Saison 4. Des parcours d'auteurs et autrices et des conseils de libraires. Réalisé par Laurence Bellon avec le concours des libraires de Dialogue. Le podcast qui donne envie de lire. Une rentrée littéraire qui commence, c'est toujours la promesse de nouvelles découvertes, de lectures marquantes, d'effervescence et de grandes émotions. Chaque année, l'été venu, nous embarquons dans nos valises de libraires le plus de livres possible, à paraître entre août et octobre, et chacun d'eux contient en lui la possibilité d'une révélation, d'une voix dans laquelle nous nous reconnaissons, ou d'une façon d'infléchir notre regard sur le monde. La rentrée venue, on pourrait presque dire que l'on a hâte de reprendre pour vous mettre entre les mains tous les livres qui nous ont conquis, et se poser entre libraires la fameuse question « Et toi, tu as lu quoi cet été ?» Et dans l'épisode à suivre, nous vous proposons de plonger dans 9 livres de la rentrée littéraire, coup de cœur de nos libraires du rayon littérature, Julien, Laure, Rosen et Nolwenn. C'est parti ? Et pour commencer, Julien nous parle tout de suite d'une de ses très belles découvertes de l'été, parue aux éditions Philippe Ray. Le premier coup de cœur, c'est le très beau livre et le premier roman de Ramsès Khéfi, 4 jours sans ma mère. C'est un hommage vibrant à une mère qui un jour décide de quitter le foyer, laissant derrière elle un père et un fils complètement dans le désarroi. En effet, elle n'a laissé aucun mot et elle semble s'être évaporée. Commence alors un questionnement, une remise en question du narrateur que nous allons suivre dans un parcours sinueux, puisque ce dernier, en fait, il vit toujours chez ses parents, à 34 ans, il travaille dans un petit restaurant de la cité, il traîne la plupart du temps avec son meilleur ami, qui lui aussi est un peu paumé, et surtout il communique difficilement avec son père, qui lui est complètement perdu depuis que cette femme n'est plus là. Et surtout, le narrateur va vouloir comprendre où est partie sa mère. Durant les premières heures, il y a surtout une inquiétude. C'est pas du tout son genre de disparaître. Et au fur et à mesure des journées, en fait, il y a des zones d'ombre sur le passé de cette famille qui surgit et auxquelles il va essayer de répondre en menant une enquête d'investigation, en allant voir les amis de sa mère pour essayer de comprendre où a-t-elle bien pu aller. Et en fait, cette mère, cette femme, elle incarne des milliers de femmes qui sont devenues transparentes au fur et à mesure de leur vie de couple. Alors qu'elles sont le socle de la famille, elles ont toujours mis leurs besoins derrière ceux de leurs proches. Et à un moment donné, il y a peut-être un besoin de reconnaissance, voire autre chose, que vous allez découvrir au fur et à mesure de la lecture. Ramsès Khéfi fait un livre vraiment de toute beauté. Son écriture est à la fois sobre, elle est touchante et elle est incarnée. Et par le prisme de cette mère, de sa mère, il va convoquer les fantômes du passé et les non-dits sur les origines de sa propre famille. Donc je trouve que c'est un roman universel qui m'a bouleversé. À présent, nous vous invitons à découvrir un autre destin de femme à travers 2 livres, un essai et un roman, et c'est le choix de Nolwenn. Flamme, volcan, tempête. C'est le titre d'un essai, d'un portrait, publié aux éditions du Sous-sol. La flamme, volcan, tempête, c'est Christine Pawlowska. Ce nom ne vous dit probablement rien, pour le moment, c'est normal. Été 2022, le journaliste Pierre Boisson découvre, dissimulé dans une bibliothèque, un petit livre. Sur la couverture de ce petit livre, le nom de l'autrice, Christine Pawlowska, le titre, Écarlate, imprimé en rouge, et la maison d'édition, le Mercure de France. Sur la 4e de couverture, rien. Pas de résumé, pas de phrase d'accroche. Rien, comme si ce petit livre et ces quelques informations se suffisaient à elles-mêmes pour dire au lecteur « Ouvrez ce livre, lisez-le ». Pierre Boisson ne résiste pas à cet appel et lit Écarlate, d'une traite. Immédiatement, il sait qu'il est tombé sur un trésor. Écarlate est paru en 1974. C'est un cri du cœur, le cri du cœur d'une jeune fille qui raconte ce qu'elle a vécu entre ses 12 et ses 15 ans. Bon, il est vrai que sur le papier, cela semble peu, mais croyez-moi, la force qui se dégage de cette plume de cette histoire font bel et bien du premier et dernier roman de Christine Pawlowska
un petit trésor. Elle y parle de sa relation avec sa mère, des nuits sans sommeil passées à attendre l'aube, de la dépression, de son amie Mélie et de littérature. Le journaliste veut en savoir plus sur cette femme dont il n'avait jamais entendu parler. Qui était-elle ? Qu'avait-elle vécu pour écrire un texte si brut et si beau, puis tomber dans l'oubli ? Il va mener l'enquête, partir sur les traces de cette femme, rencontrer ses enfants, des amis à elle, éplucher les archives de la BNF, lire les numéros d'anciennes revues littéraires parlant d'Écarlate et découvrir que Christine Pawlowska fut l'autrice d'un roman donc, mais également poétesse, fugueuse, tenancière de bar, et aussi une femme hantée par la dépression, emprisonnée par des démons violents. Flamme, volcan, tempête est fascinant. C'est fluide à lire. C'est le portrait d'une femme, oui, mais c'est aussi la peinture d'une époque, celle du petit monde littéraire des années 70. Et pour terminer, sachez qu'en parallèle du livre de Pierre Boisson, les éditions du Sous-Sol rééditent Écarlate en format de poche. Je vous encourage vivement à lire les deux. Pour ma part, j'ai commencé par Flamme, volcan, tempête, puis j'ai savouré Écarlate. Une rentrée littéraire, ce sont aussi des rendez-vous, des auteurs et autrices dont nous suivons l'œuvre de livre en livre et que nous retrouvons avec joie et émotion à l'occasion d'une nouvelle parution. Voici donc 4 nouvelles lectures qui nous ont ravis, présentées par Laure, Rosen et Julien. J'aimerais faire écho aux voix, mais je n'écris que les silences, les cratères des bombes, les tombes creusées, les larmes séchées, le ciel après l'orage, la maison vide, le gâteau abandonné, l'absence. J'écris l'absence du temps passé, à recueillir les soupirs des fantômes exilés, des réfugiés d'une guerre, comme tant d'autres, dont les chairs sont presque toutes mortes, dont les lambeaux de voix s'épuisent, dans le paysage somptueux qui a depuis longtemps recouvert les tombes. Mon corps vivant s'use des absences répétées, mon corps écrivant s'use à tenir registre de leur souffle perdu. Ceinturé de fantômes, lesté de leurs blessures, Ariane prise dans le fil des métaphores, tombant, se relevant, s'écroulant dans le labyrinthe de la mémoire. Je suis le désespoir du temps qui s'enfuit, je suis la danse macabre de mes fantômes enchaînés, suceurs de vie, siffleurs de temps, à l'ordre, ils me rappellent. Écris-nous, inscris-toi, du temps passé à écrire, tu récolteras l'oubli. La magnifique Léonore de Recondo est de retour avec un texte intime qui explore la mémoire de sa famille paternelle dont le parcours a été marqué par l'exil. Le 18 août 1936, face à l'arrivée des troupes franquistes, la grand-mère de l'auteur doit fuir, en quelques minutes seulement, avec ses parents, ses fils et ses frères, le Pays basque espagnol pour rejoindre la France. Tous les membres de la famille de l'auteur partent d'Irún, arrivent à Hendaye et sont déchus de leur nationalité dès l'instant où ils traversent le pont qui sépare les deux villes, les deux parties du Pays basque, l'Espagne et la France. Contraints à l'exil pour le reste de leur vie, aucun ne retrouvera le chemin de la terre natale. La genèse de cette histoire, ce qui donne naissance à ce récit, c'est une loi espagnole qui est promulguée en 2022 et qui autorise les enfants et les petits-enfants de réfugiés espagnols à récupérer la nationalité espagnole. Léonore de Recondo se lance alors dans les démarches administratives, mais elle s'avère bien vite compliquée, voire révoltante, au moment où on lui demande un justificatif de l'exil. Comment prouver l'exil quand ni papier ni tampon existent ? Les départs précipités ne peuvent se justifier par un document. La seule vérité restante, c'est alors celle de l'écriture. Elle permet de convoquer les fantômes et de leur donner une voix qu'il est doux et nécessaire d'entendre à travers la plume de Recondo. Le fantôme le plus important dans ce roman est celui de la grand-mère paternelle que l'auteur convoque en s'adressant directement à elle. Elle tente de restituer son chemin d'exil, imagine les pensées qui l'ont traversée, les gestes qu'elle a adoptés. Elle en fait un personnage magnifique, à côté duquel Léonore de Recondo se place pour raconter son propre parcours, hanté par les fantômes familiaux, animé par un désir de les rendre visibles et vivants par l'écriture, de faire entendre le chant mélancolique de l'exil. La langue que l'auteur emploie pour raconter ce récit intime est celle de la poésie,
qui jusque-là n'a jamais été aussi prégnante dans l'œuvre de Léonore de Recondo. Elle parcourt tout le roman de façon linéaire. C'est sublime et engagé, car à travers le personnage de sa grand-mère, de Recondo donne la voix à tous les réfugiés d'hier et d'aujourd'hui, contraints de partir, souvent sans rien, en laissant derrière eux tout ce qui leur appartient. L'exil n'est pas un choix, mais une nécessité. En disant cela, l'auteur fait aussi de la littérature un acte politique. Marcher dans ses pas, qui est le titre du dernier roman de Léonore de Recondo, est un texte poétique, sensible, engagé et politique. Alors mon coup de cœur de cette rentrée littéraire, c'est un magnifique texte de Yannick Lahens, Passagère de nuit chez Sabine Vespizer. C'est un roman sororal. Il y est question des souffrances de l'esclavage. C'est un roman qui se construit en 2 parties. Donc on a une première partie qui se passe à la Nouvelle-Orléans autour de 1820. On a 3 générations de femmes, la grand-mère Florette Dubreuil, la fille Camille Dubreuil et les 2 petites filles Elisabeth et Sarah Jane Dubreuil. Et une nuit, alors qu'elles sont dans leur maison de la Nouvelle-Orléans, Florette ne trouve pas le sommeil et elle se décide à raconter son histoire à sa fille et ses petites filles. Donc elle va raconter ses souvenirs flous du trajet dans la cale du bateau dans les bras de sa mère, la violence des hommes, les sévices et puis les chants de ses femmes pour tenir. Puis elle va raconter sa vie dans la plantation des Verdins du Buisson, son affranchissement et puis son arrivée à la Nouvelle-Orléans. Et on va aussi suivre l'histoire d'Elisabeth, qui est une jeune femme pleine de ressources, qui va décider d'aller vivre à Haïti. Et on a une deuxième partie qui se passe à Port-au-Prince, à peu près 40 ans plus tard. Et on va suivre l'histoire de Régina, une jeune femme très pauvre, qui va être envoyée comme servante pour une femme aisée de Port-au-Prince, une femme absolument odieuse. Elle va raconter son histoire, et tout en racontant son histoire, elle va déclarer sa flamme à l'homme qu'elle a toujours aimé, le général Léonard Corvasso. Un très beau roman, plein de sensibilité, avec une écriture très poétique. J'ai trouvé que les personnages étaient vraiment très incarnés et je m'y suis beaucoup attachée. Donc vraiment un conseil pour cette rentrée littéraire. Un roman assez attendu de cette rentrée littéraire, celui d'Antoine Wauters, Haute Folie, qui passe de Verdier à Gallimard. Antoine Wauters nous conte l'histoire de Joseph, qui est le narrateur principal de cette histoire, qui commence son existence marquée par le drame et le chaos. Je vous lis un extrait qui vous donnera un petit peu l'idée de qui est Joseph. Joseph, c'est un fantôme que hantent d'autres fantômes, quelqu'un qui ne peut s'établir nulle part, même pas là où il est bien. Toute sa vie, il va fuir, partir, marcher. On ne guérit pas de certains manques, on part parce que la brûlure est trop vive. Joseph n'aura de cesse de poursuivre ses chimères pour reconstruire et rétablir un sens à sa vie. Mais pour cela, comme on l'a vu dans l'extrait, il devra passer par différentes étapes et devenir une sorte de caméléon. Il va tour à tour devenir tailleur de pierre, guérisseur, instituteur, mais il n'aura de cesse de comprendre la malédiction qui règne sur sa famille. C'est un texte profond, sans fioriture, lumineux et cruel. Antoine Wauters a ce talent de faire parler l'indicible, d'enfanter des personnages fascinants. Il ancre son roman à la fois dans un territoire incarné, dur et taiseux, mais on y voit aussi une lumière douce et enveloppante où l'espoir se conjugue à la liberté. En cette rentrée littéraire, j'attendais impatiemment le nouveau livre de Rachid Benzine, L'homme qui lisait des livres aux éditions Julliard. Et je n'ai pas été déçu. Au contraire, Rachid Benzine a réussi encore à me transporter, à me happer, à me toucher à travers l'histoire de cet homme, le narrateur, photographe pour différents magazines de grands reporters. Et un jour à Gaza, il découvre un homme, un vieux libraire, et lui demande s'il peut le prendre en photo pour justement faire la couverture d'un magazine. Et cet homme lui répond qu'avant de le prendre en photo, qui est un acte important, il faut qu'il lui raconte son histoire. Et donc il va lui raconter son parcours sinueux, fait de beaucoup de drames, beaucoup d'exil, puisque ce Palestinien et sa famille ont dû fuir
durant tout le XXe siècle leur territoire, sans jamais avoir véritablement d'attache. Il a vécu dans des camps. Il raconte l'histoire de son père, de son frère, son amour au début pour la politique et surtout sa découverte de la littérature. Et cette littérature l'a sauvé. Et ce qui est d'autant plus intéressant dans ce roman, c'est que chaque début de chapitre est le titre d'un livre que le narrateur va découvrir par le prisme de ce libraire qui passe sa vie à transmettre les livres. Et à chaque fois qu'on vient le voir, il sait donner aux gens le livre qui va justement les aider. Et il n'accepte jamais de versement en espèces. Il veut vraiment partager et transmettre. Et ce livre reste en résonance avec notre actualité. Il est tellement important de le lire aujourd'hui. Rachid Benzine continue son cycle romanesque et humaniste. Et ce que j'ai aimé aussi dans ce roman, c'est toute la bibliothèque idéale que le narrateur nous confie au fur et à mesure des lectures et qui nous parle en tant que libraire, puisque c'est un métier de passeur. Et c'est un roman qui fait aimer d'autres romans. Et bonne nouvelle, Antoine Wauters et Rachid Benzine seront bientôt nos invités pour des rencontres au Café de la Librairie. Surveillez notre programmation sur notre site internet librairiedialogue.fr pour vous y inscrire. En 2025, la rentrée littéraire, ce sont 484 romans à paraître entre août et octobre, parmi lesquels 344 en littérature française et 140 en littérature traduite. Et c'est justement d'un roman traduit que Rosanne nous parle à présent, Cet autre Éden, de l'américain Paul Harding. Un de mes coups de cœur de cette rentrée littéraire, c'est Cet autre Éden de Paul Harding chez Bucher-Chastel. C'est un auteur américain déjà bien implanté. Et là, il nous fait une histoire, un magnifique roman inspiré d'un fait historique. Donc on est en 1792. Benjamin Honey, un ancien esclave, et sa femme Patience, qui est d'origine irlandaise, s'installent sur l'île de Malaga dans le Maine. Benjamin décide d'y planter des pommiers pour redonner vie à l'image d'un paradis perdu qui lui reste en tête, parce qu'il a un souvenir qui lui reste en mémoire, c'est le souvenir d'une femme qui ramasse des pommes dans un verger, et il pense que c'est peut-être sa mère. Et c'est comme ça qu'Apple Island prend vie. Et Apple Island, cette île au large du Maine, ça devient un refuge pour les anciens esclaves. S'y mêlent des communautés bantoues, irlandaises ou amérindiennes Penobscot. Et les habitants de l'île vivent principalement de pêche, de cueillette. À une époque post-darwiniste, c'est très mal vu et on a envie de chasser ces habitants. C'est un roman émouvant avec une grande richesse, de nombreuses métaphores, beaucoup de sensibilité et une très belle description de ce paradis perdu, cet Éden. Et pour terminer ce tour d'horizon de la rentrée littéraire, Rosanne nous invite à plonger dans un roman drôle, déjanté et résolument rock. Rockstar de Stéphane Van der Egg, c'est un roman chez Quidam, complètement déjanté, drôle. Alors Justine H, c'est une immense star du rock, une sorte de mélange entre Kurt Cobain et David Bowie, qui, alors qu'il s'apprêtait à faire un concert avec son dernier groupe Mad Trendy Piano Bar, disparaît. Il ne vient pas au concert. Et là, les fans n'en reviennent pas de cette disparition. C'est un monde complètement désolé que laisse l'icône. La consommation de drogue grimpe en flèche, comme le taux de suicide. Et on va suivre plusieurs personnages complètement déboussolés par cette disparition. Alors il y a Steve Monzin, un chanteur d'un petit groupe de rock qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Il y a Chiara, une écrivaine en thèse post-culturelle, qui fait sa thèse sur Justin H, justement, et qui remet en cause toute son analyse depuis cette disparition. Toutes les théories vont pleuvoir pour expliquer cette disparition. Et on va suivre tous ces personnages liés d'une manière ou d'une autre au chanteur. Et donc un roman résolument rock, à l'humour déjanté et foutraque. Les éclaireurs de dialogue, c'est fini. Un immense merci à Julien, Nolwenn, Laure et Rosanne pour leurs conseils avisés et passionnés. Vous pouvez retrouver les références de l'ensemble des livres présentés en description de cet épisode.
Et ils sont bien sûr disponibles sur notre site internet librairiedialogue.fr et à la librairie rue de Siam à Brest. Et à l'occasion de votre visite, en ligne ou en vrai, vous pourrez aussi découvrir une foule d'autres conseils de lecture, car on peut l'affirmer, cette rentrée littéraire 2025 est vraiment très belle. Et si vous avez aimé cet épisode, surtout, parlez-en autour de vous. Et n'hésitez pas à en partager le lien avec votre entourage, car c'est avant tout grâce à vous, auditeurs et auditrices, que ce podcast peut vivre. Merci à toutes et à tous, et très belle lecture.